Pour rappel, nous sommes toujours au mercredi de la science, la deuxième activité test avec le partenariat qui a été noué avec l'école pour la vulgarisation de cette activité importante initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et nous sommes à l'atelier Vide avec M. Diakité qui va nous faire une petite démonstration, une expérimentation avec comme outil un ballon et un outil de pression, de pressurisation, si j'ose dire. On va... Voilà. Donc là, vous pouvez y aller. Alors, donc on a gonflé préalablement le ballon. D'accord. On a introduit un peu d'air et ensuite on l'a fermé. Et nous introduisons ensuite le ballon sous la cloche. Et à l'aide de la pompe à vide, on fait le vide à l'intérieur de la cloche. Alors, allons-y. On branche l'appareil. Voilà, vous l'entendez ronronner. Voilà. OK. Maintenant, on regarde le ballon. Regardez le ballon, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de se gonfler. Oui. Davantage. Il est en train de se gonfler. Alors, à votre avis, est-ce qu'on a ajouté de l'air dans le ballon? Non. Et pourquoi alors ça gonfle là? Pourquoi alors ça gonfle? Nous allons laisser les élèves répondre. Avant que vous nous donniez la bonne réponse, on va faire un petit test. Donc, présentez-vous et essayez de répondre un peu à la question de M. Diakité. Marc Gomis. Je m'appelle Marc Gomis. Le ballon que l'on a introduit dans cet appareil-là, c'est gonflé. Bon, à cause de la diminution de la pression dans la cloche, c'est ce qui a causé le fait que le ballon se gonfle. Ce qui a causé le gonflement du ballon. Nous allons tenter d'avoir la réponse auprès de M. Diakité qui va nous dire si notre élève a bien répondu. Oui, il est sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie. Nous avons diminué la pression autour du ballon, d'accord, en raréfiant l'air à l'intérieur de la cloche. Et par conséquent, l'air qui est contenu dans le ballon va avoir tendance à occuper cet espace. C'est lié à une propriété des gaz qu'on appelle... Non, pas les gaz parfaits, c'est une propriété des gaz. Tous les gaz sont compressés. Ah oui, d'accord. Ils ont toujours tendance à occuper tout le volume qui leur est offert. Si vous mettez un gaz, quelle que soit la quantité, dans un volume donné d'une bouteille, l'air, le gaz va occuper tout ce volume. Et quand vous voulez calculer le volume, quand vous voulez utiliser le volume du gaz, vous mettez le volume du récipient. Parce que absolument, il n'occupe pas une partie du volume qui lui est offert, il occupe toujours le volume qui lui est offert. Et ici, quand on va enlever l'air qu'il y a autour du ballon, donc raréfier l'air à l'intérieur de la cloche, l'air qui est dans le ballon va commencer à occuper tout ce volume. Et en essayant d'occuper tout ce volume, ça va entraîner le gonflement du ballon. D'accord? Donc je disais que cette expérience-là a été testée par les astronautes. Voilà, les astronautes. Le premier à l'avoir fait à son corps défendant, c'est Leonov, un astronaute russe. Vous savez que dans les années 59, les Russes étaient très avancés dans la conquête de l'espace. Ils étaient beaucoup plus avancés que les Américains. Voilà, Sputnik, voilà, c'est les premiers objets qu'on a pu lancer dans l'espace. Et donc, Leonov a essayé de voir la Terre depuis l'espace. Mais il était tellement contemplatif, parce qu'il a vu la Terre, elle était ronde, elle était magnifique, il y avait un halo bleu tout autour de la Terre, il a oublié qu'il était à l'extérieur de sa capsule. Et là, sa combinaison a commencé à gonfler. D'accord? Avant qu'il ne se rende compte, ça avait tellement gonflé qu'il ne pouvait pas entrer par l'orifice par lequel il était sorti. Et il a fallu user de toutes les subterfuges pour le faire entrer. Quand il est arrivé à l'intérieur, il était presque évanoui. Et son histoire a fait l'objet d'un film, d'ailleurs, que les Américains ont exploité. Et son histoire fait l'objet de bandes dessinées. Alors souvent, on voit dans les bandes dessinées des
des faits scientifiques qui ne sont pas tout à fait avérés. Quand une personne qui voyage dans l'espace interstellaire comme Spark, par exemple, qui peut parler à son homologue, on se demande scientifiquement, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'une personne peut sortir de sa capsule sans être protégée? Scientifiquement, est-ce que c'est possible? Etc. Donc, toute cette conquête-là fait qu'on doit faire des tests, les stabiliser avant de pouvoir les concrétiser. N'est-ce pas? Donc là, on va voir également, toujours avec le vide, pour voir, est-ce que le son, est-ce que quand je suis avec quelqu'un dans le vide, est-ce que je pourrais lui parler directement, sans air? Nous allons essayer cette expérience. Donc je vais utiliser un téléphone portable et quelqu'un va aussi prendre mon numéro et m'appeler. D'accord? Nous allons voir à la fois pour la lumière et pour le son, quels sont les phénomènes qui sont capables de traverser le vide. N'est-ce pas? Allons-y. Voilà. Donc vous voyez, quand l'air rentre de nouveau, le ballon devient de plus en plus petit, il retrouve sa forme initiale. Parce qu'il y a de nouveau de l'air tout autour. D'accord? Bien. Alors, je vais prendre mon téléphone portable. Pour ne pas risquer le téléphone portable de quelqu'un d'autre, je vais risquer le mien. Alors, je vais le mettre dans la poche ici. Oh, oh. Tant pis, c'est un iPhone. Alors, donc, je vais donner mon numéro à quelqu'un. D'accord? D'abord, il va appeler et on va voir là, est-ce qu'on va pouvoir m'entendre? Alors, 77, touche d'appel. Ouais, mais si, il y a quand même... On l'entend. On l'entend. De là, on l'entend. Voilà, on l'entend. D'accord? Bon. De là, on l'entend. Voilà. Donc, et maintenant, on va faire le vide pour voir. Bon, maintenant, je vais voir si je peux avoir la lumière et le son en même temps. Donc, l'idéal aurait été de prendre un petit baffle, un petit haut-parleur d'ordinateur, d'accord, et de le mettre à l'intérieur, d'accord, faire passer le fil juste là, pour avoir de l'intensité et mettre de la musique, d'accord, pour voir progressivement le son diminuer. Alors, on va essayer avec le téléphone portable, voilà. Alors, je l'appelle de nouveau. Voilà, vous l'entendez? Attendez. C'est moi qui ai éteint là. Ok. Je n'ai pas encore fait le vide. Voilà, vous l'entendez, hein? On l'entend. Bon, maintenant, voilà. Voilà. Donc, maintenant, j'ouvre ici pour aspirer l'air. Vous voyez? Est-ce que vous l'entendez? Vous l'avez entendu tout à l'heure. Est-ce que vous l'entendez maintenant? On n'entend plus. Il y a toujours l'appel. Est-ce que vous voyez qu'à l'intérieur, je suis en train d'appeler? Est-ce que vous voyez le numéro indiqué? Est-ce que de la lumière peut passer dessous la cloche vers mon œil? Vers vos yeux? Est-ce que vous pouvez voir? Est-ce que le son peut passer dessous la cloche à mon oreille? Non. Ah. Est-ce que la lumière peut se déplacer dans le vide? Oui. Oui. Est-ce que la lumière peut se déplacer, le son peut se déplacer dans le vide? Non. Non. Alors, le son a besoin d'un support. La lumière n'en a pas besoin. Et la grande découverte d'Albert Einstein, c'est justement ça. D'avoir dit que la lumière n'a pas besoin de support pour pouvoir se déplacer. Ça se déplace n'importe où, n'importe quand. Et ça n'a pas besoin de support. D'accord? Et ça se déplace toujours à la même vitesse, quel que soit le référentiel. Et c'est après avoir fait ce constat qu'il est arrivé à sa formule célèbre E égale à MC carré. Donc ça, c'est un constat qui est
important. Parce que pour tout le monde, la lumière est une onde, oui. Le son est une onde, oui. Le son a besoin d'un support pour pouvoir se déplacer, oui. La lumière n'en a pas besoin. Ok? Pourquoi? C'est une question à laquelle vous êtes interpellé. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Diakité, pour cette très belle expérience. Codage avec ces jeunes qui nous ont fait une petite démonstration technique. Qu'est-ce que vous avez produit? Aujourd'hui, on a produit une petite animation qui montre une petite fille en train de se déplacer avec le logiciel Scratch que la dame là nous a montré aujourd'hui. Elle nous a appris les bases. Après, elle nous a demandé de réaliser notre propre projet. Donc, on a réalisé cette animation. Quand on appuie sur le bouton là, le bouton vert pour démarrer l'application, il remet Khoudia au début du parcours. Non, si on appuie sur la flèche droite, Khoudia va se déplacer vers la droite, tout en simulant le déplacement, en alternant les costumes. Si on appuie vers la gauche, elle se déplace en arrière, en alternant aussi les costumes. C'est votre première fois? Oui, c'est ma première fois sur Scratch. Ça a été facile de réaliser cela? Au début, c'était un peu difficile, mais après, j'ai compris au fur et à mesure et j'ai réussi à réaliser cela. À quoi ça sert le codage? Le codage, c'est comme l'alphabet du 21e siècle. Comme on dit, quelqu'un qui ne sait pas coder, il peut être au 21e siècle, quelqu'un qui ne sait pas coder peut être considéré comme un analphabète. Parce que tout est informatisé actuellement, tout est numérisé. En somme, avec cette petite démonstration, on a vu une personne marcher. Mais si vous étiez beaucoup plus ambitieux, si vous aviez beaucoup plus de temps, qu'est-ce que vous auriez pu réaliser? Quelque chose d'impactant? Quelque chose d'impactant. Peut-être un jeu pour les enfants, pour qu'ils puissent s'amuser. Ou bien même, comme elle a dit, stocker tous mes cours sur Scratch afin de pouvoir les lire de manière interactive, pour que ça soit plus facile à retenir. Avec cet exercice que vous avez réalisé aujourd'hui, est-ce que ça a suscité en vous cette envie d'en apprendre davantage, d'explorer encore les possibilités que vous offre le codage? Oui, parce que en plus, quand j'ai terminé, je lui ai demandé un document pour en apprendre plus. Et aussi le logiciel pour pouvoir tester chez moi. Donc l'expérience ne va pas s'arrêter ici. Ça ne va pas s'arrêter ici. Merci à vous et bonne chance pour la suite. Et nous allons, nous également, vous dire au revoir et vous remercier de nous avoir prêté attention durant ces heures où nous avons beaucoup appris avec les différents ateliers. Nous avons appris que les mathématiques pouvaient être très passionnantes. Nous avons appris que les enfants de très bas âge pouvaient faire des robots. Donc, des choses qui, en temps normal, nous paraissent impossibles, inaccessibles. Grâce à la science, grâce à nos différents encadreurs, nous avons pu découvrir que c'était à la portée de tout le monde. Et donc, la science peut être utilisée par les enfants de 7 à 77 ans ou bien plus encore et au service du développement. On se retrouve très prochainement pour d'autres éditions de Science Tech, également d'autres éditions des Mercredis de la Science que nous faisons en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et Télé-École. Merci à vous. Au revoir.